Yemotep, Bekanefer, soyez le bienvenu encore sur le plateau de l'Académie de la culture noire kémétique. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un sujet sensationnel. Nous allons affronter la question relative à la spiritualité. La spiritualité aujourd'hui, qui est dans l'Académie de la culture noire kémétique, le père Ankh Mtouti, nous appelons la mise en pratique, la mise en valeur de la conscience. Souvent est associée à ce qu'on appelle l'initiation. Mais en réalité, comme je l'ai souvent désigné, l'initiation, spiritualité, ce ne sont que des mots. Et en tant que des mots, ils devaient représenter des réalités. Maintenant, quand nous rentrons dans le monde kémétique qui est en renaissance, nous rentrons dans les plans. Hein, quand nous sortons des mots, dites initiation, dites grand maître, dites ngunza, dites tout cela. Maintenant, quand on rentre en profondeur on veut maintenant savoir ces mots qui sont censés, qui sont des symboles représentant une réalité, cette réalité qu'est-il? On se retrouve dans l'inconnu. On se retrouve dans les riens. Dans le sens que personne ne peut vous donner ou vous expliquer c'est quoi réellement. Il y a beaucoup de gens qui vont se faire initier. Le mot initiation, comme je dis, ne signifie que être entraîné à. On peut se faire entraîner, on peut être initié en tant que menuisier, on peut être initié en tant que maçon. Toute la vie est une initiation. Même l'enfant qui apprend à marcher est initié à l'art de la marche. C'est-à-dire, initiation est un mot générique et fort trompeuse, parce qu'on parle toujours d'initiation. On dit souvent des grands initiés, mais des grands initiés à quoi? Parce qu'un grand maçon, un maçon qui a 40 ans d'expérience dans la maçonnerie est un grand initié dans la maçonnerie. Un menuisier ou un plombier qui a 40 ans, 50 ans d'expérience est un grand initié. Et génériquement, nous utilisons des mots qui sont sans valeur. Et quand les mots sont valeur, généralement, c'est parce qu'on vend du fumier. Quand on les connaît dans les marketing, quand la chose que l'on veut vendre, ça n'a pas beaucoup de valeur, il faut faire une très grande publicité. Parce que les qualités réelles de la chose vont être sublimées par la publicité et les gens voulant acheter quelque chose, c'est-à-dire on dit, ah, ces produits-là fait une liste énorme de produits qui fait un produit, mais pas réel, commercial. Et on va être porté à prendre ces choses-là. On dépense de l'argent, mais quand on arrive à la maison, on va se rendre compte qu'en fait, la chose ne fait rien de tout ce qu'on a été fait. On appelle ça hard selling, c'est-à-dire, et ça a été acheté, bon, tu ne rentres pas. Et aujourd'hui, dans la spiritualité, nous avons beaucoup de problèmes. Nous avons beaucoup de ces problèmes. C'est d'autant plus que nous avons la raison pour laquelle nous avons beaucoup des écoles dites spirituelles qui enseignent de gauche à droite, Et cependant, si je me fais exemple, je dis dans les derniers 20 ans, nous avons beaucoup eu des écoles initiatiques. C'est-à-dire, si nous calculons un cycle normal d'éducation, d'entraînement, c'est 4 ans. C'est-à-dire, on devait avoir, de 24 ans, on devait avoir 5 générations des grands initiés. Mais nous n'en voyons pas beaucoup. Les grands initiés sont toujours, les élèves d'il y a 20 ans sont encore les élèves d'aujourd'hui. Quand on veut citer les noms des grands professeurs, maintenant on va dire, ok, on dit Théophile Obenga, on dit Govi Gomez, on dit Omotunde, on dit Bong Basang, hein, Byong Basang. Ce sont les mêmes noms. Ce sont les mêmes personnes. Mais il y a beaucoup des écoles qui ont formé beaucoup de personnes, qui disent avoir formé beaucoup de personnes. C'est un problématique parce que quand nous allons dans le monde d'à côté, tout est ordonné. Ok? Et dans le cadre de le monde initiatique arabe, les mualim sortent chaque année. Et quand vous allez demander, il y a combien de mualim, il y en a par dizaines de milliers. Dans le monde occidental, oriental, la même chose. Il y a des écoles qui fonctionnent. Et il faut juste voir le nombre de magiciens, même ceux qui vont juste faire pour les divertissements, combien il y en a. Depuis les David, comment Houdini
on a depuis Houdini, on a David Copperfield. Il y en a aujourd'hui, il suffit d'aller sur Internet, sur YouTube. Mais Magic, tu vas voir combien de gens ils sortent chaque année. On les voit faire des conquêtes, faire des choses, hein, se lancer dans pratiques illusionnistes. On sent la présence d'une école qui chaque année fournit des personnes. Les écoles cachées comme les écoles non cachées, parce que ce n'est pas toute pratique de la spiritualité qui est cachée. Okay? Nous avons les Hare Krishna qui sont sédentés partout avec un système bien fonctionnel. Nous avons les Shoshananda, les Tantra Yoga avec les Shoshanandamurti, nous avons Vidma Prana, et nous avons Bhakti Yoga. Il y a tout. Nous avons affaire avec des systèmes bien fonctionnants, des écoles véritables, bien structurées, du point de vue culturel bien entendu, et chaque année qui produisent des adeptes qui deviennent des maîtres, qui ouvrent des écoles ou des groupes qui sont fonctionnants, on sait voir les résultats. Dans le monde noir plutôt, nous avons, dans le monde kamite, excusez l'erreur avec le mot noir qui est une habitude qui nous est restée, dans le monde noir, nous avons un grand problème. C'est-à-dire, nous avons pour la plupart des maîtres qui ont été reconnus grands maîtres. Quand on demande de quelles écoles ils sont sortis, point d'interrogation. Ok? Disons qu'ils ont fait plusieurs écoles de gauche à droite. Mais après, ils n'ont pas été en mesure d'établir une école. S'il y a plusieurs écoles de gauche à droite, il n'y a pas un système qui permet les gens de fonctionner. Moi, personnellement, j'ai fait plusieurs écoles. Mais quand on me demande maintenant d'envoyer quelqu'un, de faire un curriculum à travers lequel une personne peut suivre une formation, passer d'une école à une autre, je ne sais pas le faire. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque d'organisation. Et le manque d'organisation est fruit du manque de science. Et nous allons affronter ces problématiques avec, dans le plateau, les Caneb, Jedef Raotep du père Ankh MTouti, Bekanefer. Ankh Ouja Seneb. Alors, comment tu trouves les sujets? Comment tu vois la problématique? Tu sens la présence de ces problèmes dans le monde kamite. Tu vois quand même cet emploi où il y a une dispersion abnormale des écoles et que cependant ces écoles, soi-disant, ne portent pas de fruits, n'offrent pas de fruits. Les écoles sont censées accompagner la société, sont censées former des personnes qui sont censées répondre aux exigences de la société, aux problématiques auxquelles la société se confronte. Et vu que les problématiques changent année par année, il doit y avoir une évolution dans la formation. Ouais. En fait, quand on formait les personnes il y a 5 ans et aujourd'hui, si c'est égal, ça dit nous sommes dans l'échec, nous sommes dans la destruction plutôt que nous sommes dans la contre-évolution plutôt que dans l'évolution. Et spécialement quand nous parlons un des piliers de la société, c'est la pratique de la spiritualité. C'est pas quelque chose qui ce n'est pas du show business, ce n'est pas de l'amusement. Nous voyons comment le monde occidental, par exemple en Occident, c'est quelque chose qui est très structuré, c'est le titre de la spiritualité. Okay? Il y a des écoles qui sont dédiées à ça et les étudiants, les gens sont sélectionnés et ils sont donnés des bourses où ils vont étudier. Après avoir étudié, c'est là. Généralement, ces écoles sont agencées aussi ensemble. Il y a des écoles qui sont en communion avec les universités. C'est-à-dire, il est formé en tant que, par exemple, économicien, mais il est aussi formé en tant que magicien. Il est formé en tant que juriste, en même temps, il est formé en tant que magicien. Il est formé en tant que médecin, en même temps, il est formé en tant que magicien culturel. Et on voit qu'il y a une organisation qui suit. Et quand ces personnes finissent, ils sont en mesure, maintenant, vu qu'ils ont réussi de leur société, c'est-à-dire qu'ils ont été formés, généralement frères des sociétés de cet état, ils sont portés
d'une manière ou d'une autre, à servir cet État, à servir cette réalité. Est-ce que c'est une démarche culturelle? C'est une démarche culturelle. Tandis que dans notre milieu, ça sort toujours d'une démarche personnelle. C'est une démarche personnelle à la recherche de la réalisation personnelle. C'est-à-dire, là tu lèves un point très important, parce que je me souviens même, moi, quand je suis allé à l'école, primaire, secondaire et universitaire, eh ben, personne ne m'avait dit que je devais faire ça pour mon peuple. Personne ne m'avait dit que je devais faire ça pour mon pays. Je devais faire ça pour moi-même, à la limite pour ma famille. C'est-à-dire, à la base, il n'y a pas conscience. Il n'y a pas conscience. Nous pouvons parler de l'État, mais nous parlons ici de la communauté. Il n'y a pas cette conscience de la communauté. Bien qu'en fait, nous sommes, les Kamites est reconnu pour vivre dans la communauté. Il vit dans la communauté, il fait tout de la communauté, il utilise la communauté, mais il n'est pas conscient de sa communauté au point où il ne donne, il ne rapporte rien à la communauté. Il ne fait que prendre. Nous avons été formés pour prendre de la communauté, mais nous n'avons pas été formés pour donner de la à donner à la communauté. Nous avons été formés pour aller trouver un travail, être payés pour la communauté. Mais nous n'avons pas été enseignés le sens du travail pour agrandir la communauté. Et c'est ainsi que nos États, les États qui émettent sont tous, les États, les communautés, et même les familles qui émettent sont tous en échec. Les mondes communes aujourd'hui, parce que nous ne faisons pas des évaluations, connaissent le plus grand nombre de divorces. Il suffit d'aller juste se promener par la rue, aller par les tribunaux en Occident. Ce sont tous les camis qui sont en train de se disputer les droits des enfants gauche et droite. Parce que cet échec-là que nous voyons au niveau des familles, nous la retrouvons au niveau des communautés. Les communautés kamites aujourd'hui, ça n'existait pas. La communauté kamite n'existe pas. Et même quand on essaye de faire une communauté, tout de suite les gens commencent à s'insulter. Les bagarres sont à la porte de la rue. Et au niveau des États, nous connaissons les mêmes niveaux d'échecs que nous connaissons au niveau des États. Ce sont les mêmes niveaux d'échecs que nous connaissons au niveau des communautés et même ce niveau d'échecs que nous avons sur le point des familles. Il y a une division dans chaque État, il y a toujours des groupes. Ouais. On ne voit pas le bien commun en fait. Non, absolument pas, parce que cela ne nous est pas enseigné, ne nous est pas distillé. Et j'ai eu l'opportunité de faire une partie de mes études en Italie. Okay? C'était l'école secondaire vers la fin. Les dernières années, j'ai fait une dernière année tout simplement l'école secondaire en Italie avant d'aller à l'université. Et la chose que j'ai remarqué tout de suite, quand je suis arrivé à l'école, j'ai commencé à étudier Togliatti, Palmiro Togliatti, qui est un des grands personnages qui a marqué la vie politique, sociale du pays. Et puis, on a étudié Léopard, la littérature. C'est-à-dire, on a Gassman dans les théâtres, Alberto Sordi dans les théâtres. Tout de suite, bien que j'ai été seulement une année à l'école avant d'aller à l'université, je suis resté imprégné de cette littérature-là. La littérature qui met en valeur ce pays-là. Il m'a suffi qu'une seule année. Pendant que, quand j'ai grandi en Afrique, cela, je ne l'avais jamais connu. En fait, tu me dis qu'il est un grand personnage congolais, je dirais Lumumba. Mais si tu me poses des questions maintenant sur qui est Lumumba, en tout cas, si je dis quelque chose, c'est parce que je l'ai trouvé moi-même, mais parce qu'il ne m'a jamais été enseigné. On nous a aussi parlé à l'école de Sankara, Thomas Sankara. Mais je ne connais rien. Absolument rien. Et pourquoi je suis en train de dire cela? Parce que cela débouche dans l'inconscience collective. Et l'inconscience collective dont nous avons été facteurs depuis la formation, depuis l'enfance, est la mère de la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Dans cette inconscience, aujourd'hui, quand nous rentrons, et cette inconscience est à l'opposé de la conscience. Et le pouvoir spirituel est une caractéristique de la conscience et non de l'inconscience. Quand on est dans l'inconscient, on ne peut pas avoir des pouvoirs
Parce que pour avoir les pouvoirs, tu dois avoir ce qu'on appelle le pouvoir de l'intention. Mais l'intention est associée à la conscience. Quand tu n'es pas conscient, tu n'as pas d'intention. Quand tu es inconscient, tu as ce qu'on appelle la foi. On se base sur l'inconnu. Dont les religions, basées sur des mystères, révélés à qui? Point d'interrogation. Et par qui? Par qui? Point d'interrogation. On rentre dans la foi parce qu'on est dans l'inconscience. C'est pourquoi les religions disent souvent ne posez pas de questions. Qui ne pose pas les questions est inconscient. L'inconscience porte au questionnement. Pourquoi? Parce que tu dois avoir un esprit vigilant. L'esprit vigilant porte à l'intention. L'intention, l'esprit vigilant porte au questionnement. Je pensais à une phrase, c'est qui peut croire peut céder. Et peut céder, ça ressemble aussi à posséder. Oui. C'est qui peut croire peut céder. Quand tu crois, alors tu peux complètement céder parce que tu es possédé. Quand tu cèdes, c'est parce que tu es possédé. Et les sociétés, parce que nous devons toujours nous confronter, nous sommes dans un débat où nous sommes à nous confronter aux autres pour voir ce que nous avons de mieux. Et quand nous regardons le monde occidental aujourd'hui, vous voyez un garçon de 20 ans ou de 25 ans qui sort de l'université. Mais aussi, c'est aussi un grand magicien. Ça signifie quoi, magicien? Ça signifie quelqu'un qui est conscient de la réalité non physique. Quelqu'un qui est en mesure de rentrer en relation avec la troisième variable des choses. Je cite, les trois variables sont la variable physique de la chose. C'est-à-dire que vous avez un bic, vous avez une chaise, un arbre, vous avez la substance cristallisée. Vous avez la réalité biochimique de la chose. C'est-à-dire savoir, par exemple, la composition chimique d'un arbre, la composition chimique du sel, ainsi de suite. Et comment interagissent, comment altérer les choses, ces différentes substances pour obtenir une chose, fabriquer une chose. Pour fabriquer une bombe, une arme, ou même de la médecine, il faut une connaissance biochimique. Et puis le troisième paramètre, les paramètres de la conscience, qui renvoient à la manipulation du monde éthérique. Ou ça dit les réalités que nous appelons dans l'académie inorganiques. Qui a à faire avec la conscience? Notre conscience est inorganique, qui se manifeste sur le plan organique. Ça dit, c'est ça les magus. C'est ça, ici, c'est ça ce qu'on appelle l'éveillé. C'est ça l'initié. Maintenant, ces trois paramètres, c'est ce que je viens de citer. Commençons du point de vue physique. C'est-à-dire nous allons avoir une connaissance de la physique. Or, la physique n'est pas, contrairement à ce que des millions de personnes croient, la physique n'est pas une science universelle. La physique est une science culturelle. Très simple. La pesanteur n'est pas la même dans tous les coins de l'univers. Beaucoup pensent que la pesanteur est égale sur toute la Terre. Absolument pas. La pesanteur, c'est les régions montagneuses et complètement différentes aux régions situées au niveau de la mer. La pesanteur change. Si la pesanteur change, c'est-à-dire sa formule change d'un endroit à un autre. Ce qui fait que le poids des objets varie d'un endroit à un autre de la planète. 200 kilos de pierre aux États-Unis, il n'y avait absolument pas de 200 kilos de pierre dans les Sahara. Pourquoi? Parce que le kilo est déterminé par rapport à la pesanteur. Ok? Et vu que les rapports de pesanteur est relatif, c'est-à-dire est influencé par disons, l'horizon, par l'environnement. 200 kilos de pierre des États-Unis ne sont pas 200 kilos de pierre au Congo. Et voilà, nous, par exemple, au Congo, nous utilisons l'unité des mesures américaines. Nous ne s'échappons que chaque fois que nous pesons les choses, nous pesons toujours à défaut. En fait, quand vous prenez 200 kilos de choses, 200 grammes de choses aux États-Unis, écrit sur une bouteille, amenez-le au Congo, peser, elle change. Mais aussi le poids, même dans un endroit donné, n'est jamais définitif. Prenez une chose, pesez-la aujourd'hui,
Laissez-la noter les poids. Réveillez-vous demain matin, après 2 jours, pesez-les encore. Vous allez voir que son poids change. Parce que nous vivons dans des écosystèmes, c'est-à-dire des organismes vivants. Et les organismes vivants sont sujets à des fluctuations. Qu'est-ce que là je vais dire? Je vais dire par cela, il faut une physique culturelle. La physique qu'utilisent les Chinois, ça n'a rien à voir avec la physique utilisée par exemple, l'Occident. La France, par exemple. Preuve, ils n'utilisent pas les mêmes matériels de construction. C'est l'ADU, la loi de la physique. Ils voyaient les matériaux de construction en Angleterre, allez les voir en France, allez les voir en Chine, en Russie. Ce sont des matériaux différents. Pourquoi? Parce qu'ils sont décédés en relation aux lois physiques. Il y a une chimie bien différente. Les chimistes français n'ont rien, les physistes français n'ont rien à voir avec les physistes russes. Et dans le monde noir, nous n'avons pas une physique noire. Nous avons une physique d'emprunt que tout le monde utilise. Premier défaut. Arrivons sur le plan de la chimie. La formule du sel, c'est NaCl. Ok? Mais NaCl peut avoir NaCl2, Cl1, Na4, Cl2, 3, 4, et variable. C'est-à-dire, au niveau de la biochimie, nous avons ce qu'on appelle les phénotypes et les génotypes. Les phénotypes changent quand il y a des grandes variations. Mais les génotypes varient à des petites variations. C'est-à-dire, vous avez un sel, mais la sel, jusqu'on le déplace de l'environnement d'un endroit à un autre, sa formule chimique change complètement. Mais sa forme extérieure ne change pas. Vous avez plus les sels. C'est pourquoi vous entendez souvent dire dans la culture, ok, il y a un problème, jetez les sels. Mais ça, c'est au Congo ou au Togo. Mais les sels, il est important dans cet endroit-là parce qu'il a une formule bien déterminée. Vous prenez ces sels, vous l'apportez en Russie, il change complètement les formules. Vous utilisez, il n'y a plus d'utilité. D'autant plus que voilà, même dans les recettes alimentaires, tu vois, on remplace des nourritures, on remplace des choses, des composants. Et nous n'avons pas une chimie propre. Quand on rentre du point de vue maintenant, le troisième paramètre est lié à ce qu'on appelle le monde de... on peut parler de la chimie quantique, de la physique quantique, mais spécialement de la littérature et de la philosophie. Et cette manière, nous avons vu implémenter dans le monde occidental, depuis Victor Hugo, en commençant par, il y a toute une qui continue toujours d'explorer ce domaine. Et chaque jour, il y a des réalités qui sont approchées, il y a des découvertes qui sont faites. Et sur ce plan non plus, nous ne sommes pas présents. Quand je mets ces 4 éléments ensemble, je disqualifie ce que nous appelons tous les grands maîtres en Afrique. Non parce qu'ils ne le sont pas. Parce que généralement, l'on utilise comme base des sciences qui sont inconsistants ou je peux dire incompatibles avec ce qu'on a dans notre culture. Et tous ces grands désordres, parce que aujourd'hui en Occident, tu ne vas pas t'improviser un professeur universitaire. Tu ne peux pas t'improviser cela parce qu'on va dire que c'est les récits académiques, où est-ce que tu as étudié, où est-ce que on sait te réconcilier. Et même dans le monde de la spiritualité, tu ne peux pas t'improviser du matin au soir. Tu peux faire ce que tu veux, mais tu ne peux pas t'improviser du matin au soir, grand maître, parce qu'on va voir que tu n'as pas les réquisites pour ça, parce que tu n'as pas été ça, tu n'as pas été ça, tu n'as pas été ça. Or, chez nous, ça n'existe pas. Il n'y en a pas. Et en conclusion, la question que je pose, comment un tel monde peut penser pouvoir gagner sur les autres qui sont hyper organisés et que chaque jour travaille pour pousser cette organisation, ce niveau de savoir un peu plus loin. Comment penser que ce monde peut relever ces défis-là?
Comment est-il possible, même imaginer, si l'idée qu'un tel rapport de force puisse être possible, à moins que l'on soit dans les rêves. Avant de pouvoir passer à l'organisation, il faut déjà avoir conscience de l'unité. Absolument. Sans unité, il n'y a pas de, il y a pas d'organisation. Parce que tout le monde travaille de son côté, mais bon, c'est un travail qui se fait de façon égoïste. C'est toujours pour soi. Même s'il y a des soi-disant communautés, les communautés restent entre elles et chacun crée sa communauté, mais on ne cherche pas à évoluer avec les autres. Absolument pas. Il n'y a pas des efforts. Hein. Il n'y a pas. Je ne parle même pas en termes d'efforts. Il n'y a pas volonté. Parce que depuis les années 60, dans le monde Kamikamitz, tout a été fait pour porter à des associations. Comme je disais, on a allé à l'école, on n'a jamais été appris euh, l'importance de la communauté. Ça on la vit. Nos parents, certains de nos parents l'avaient, pas tous, et spécialement les grands-parents, mais on n'a pas été enseignés à cela. C'est nous, on ne nous a pas donné cette importance-là. Plutôt, on nous a fait donner l'importance de l'individualité. Comment c'était important. J'ai racité encore un autre épisode. Quand j'étais en Italie, j'ai vite remarqué, par exemple, quand tu habites un quartier et que tu as des enfants qui vont dans une école, si tu veux changer d'habitation, eh bien la commune va s'intéresser. Si tu n'avais pas des enfants, c'est quand tu veux, tu pars où tu veux. Mais quand tu as des enfants qui vont à l'école quelque part, la commune va s'intéresser. Pourquoi? Parce qu'il dit, écoute, tu es en train de couper le lien de ses enfants avec sa communauté, avec son groupe. Il a 5 ans, il a toujours été là, ses amis sont là. Mais tu vas l'apporter dans un autre quartier, il va complètement être isolé. Il n'y aura pas de continuité en lui. Et tu vois, j'ai vu ça des fois. Quand il y avait des problèmes, les communes s'arrangeaient pour te trouver une maison, mais dans le même quartier. Dans le même quartier. Et ce n'était pas seulement fait comme ça, mais c'était enseigné aux enfants à l'école. Que tu dois la première chose connaître ton quartier. Qui habite dans ton quartier. Ça représente quoi ton quartier? L'histoire de ton quartier. Et ça, ce sont les chaînements que j'ai vu les enfants grandir avec. Et ça renforce la sens de l'identité, mis à côté maintenant avec l'étude des différents personnages, soit-ils littéraires, politiques, sociaux, mythiques. Nous connaissons la mythologie occidentale avec les Achille, sur lesquels on a écrit des livres, même si nous pouvons parler d'un personnage extraordinaire, mythique, mais il y a des livres ont été écrits dessus. Pourquoi cela, ce travail a été fait pour renforcer le sens de la communauté. Or, chez nous, aucun de ces travaux n'a été fait et les résultats, nous les avons devant nos yeux. Ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas que c'est souvent nous disons que l'Africain n'aime pas l'Africain. C'est ça on dit souvent. Non, l'Africain n'aime, les Noirs n'aiment pas les Noirs l'Africain. Le problème c'est que peu de nous arrivent à réaliser que le Noir a été éduqué de manière à ne pas aimer les Noirs. Et pour cela, il n'est pas nécessaire qu'on te dise, toi, il faut haïr les Noirs, il faut haïr les Noirs. Non, c'est pas important de lui dire ça. Il faut juste pas les mentionner. En fait, c'est le sens de la communauté qui nous a été vendu comme quelque chose de mauvais. Parce qu'on nous a fait comprendre que la liberté, c'est l'indépendance. Donc, à partir du moment où on fait partie d'une communauté, c'est comme si on est limité. On est dans une secte. Alors, il faut la liberté, il faut être tout seul. Voilà. C'est ça, en fait. Et ce sens-là est un sens destructeur. Parce que l'homme n'est pas indépendant. La Mahat nous enseigne que l'homme n'est pas indépendant, nous sommes interdépendants. Nous sommes tous interdépendants. Et ce sont ces bases-là, ayant manqué,
continue à manquer dans le monde kamite, noir devenu kamite, rebaptisé kamite, le tout devient difficile. Le tout devient difficile. Les connaissances que les gens... La spiritualité a affaire avec les sciences, avec l'intelligence. Il faut connaître la chimie culturelle. Il faut connaître, maîtriser les lois de la chimie culturelle. Donc, la capacité de faire interagir différentes substances et à élever leurs particules de la conscience est appelée la chimie. Elle doit être culturelle. Parce que les mêmes facteurs de puissance du point de vue chimique et physique qui n'existent plus ne sont pas constantes. Ils varient d'un point à un autre. Un homme doit maîtriser les siens. Il faut maîtriser la physique, la pesanteur. Et comment agit le pesanteur dans le monde noir? Comment agit-il? On ne se pose pas ces questions-là. Mais on va aller étudier la chimie. Tu vois quelqu'un qui dit « Je suis un professeur en chimie ». Tu lui poses une réaction qui a lié, par exemple, pourquoi il y a les tremblements de terre, pardon, l'écoulement de terre, les érosions. C'est une réaction chimique. Il y a, oui, on dit il y a une force physique, oui, mais en réalité, cette force physique provoque une scission. Pour que la terre puisse céder, tu vois, il doit y avoir une variation importante du point de vue biochimique de la constitution de ces terres-là. On va demander à un professeur de chimie en Afrique pourquoi il ne sait pas, il n'a aucune idée. Mais il peut vous raconter toutes les formules que Mendeleïev a écrites sur un papier. Ces problèmes-là, nous les avons aussi du point de vue des écoles de mystères. Peu d'efforts ont été faits pour comprendre, parce que la spiritualité, tout se réfère à l'étude de l'environnement. La spiritualité aussi se réfère à l'étude de l'environnement, parce que la chimie, la physique, au début on a parlé de l'alchimie, de l'alchimie, il y avait la physique, il y avait la chimie, il y avait la spiritualité à l'intérieur des alchimistes. Et puis il y a une division. Aujourd'hui nous parlons de la physique, de la chimie, de la spiritualité en soi, pourtant mais il s'agit que de l'alchimie mise ensemble. Mais cette étude-là, cette science-là, comment n'est-il pas l'observation des phénomènes engendrés par des éléments territoriaux? Et aujourd'hui, cette particularité n'est pas enseignée. Cette recherche n'est pas continue. Cette compréhension n'est pas diffusée. Et comment pouvons-nous parler de spiritualité à ce point-là? Aujourd'hui, voyager dans le monde quand on rentre dans le monde de la spiritualité, les maîtres spirituels n'utilisent pas les avions. Écoute, ce qu'on appelle les portes spirituelles sont des phénomènes naturels. Notre ligne est arrivée en traversant une porte des étoiles. Quand on regarde la littérature kémétique, au temps des Hausar, on voit parler souvent des portes des étoiles. Les portes des étoiles sont aussi terriennes. Il y a des fois, souvent c'est comme on voit des choses apparaître, disparaître, des cités apparaître, disparaître. Il existe des portes, bien précis. Et ces portes sont utilisées pour sortir d'un endroit et rentrer dans un endroit. C'est-à-dire, je peux être maintenant ici, prendre une porte et sortir au Japon, ou au Congo, ou au Bénin. Sincèrement, en Afrique, quand on grandissait, on avait beaucoup de ces histoires-là. Des gens qui apparaissaient, les grands-parents qui venaient visiter leurs enfants. On a entendu parler, non? Quelqu'un qui est en Europe, son grand-parent lui apparaît dans la chambre. Ils utilisaient des portes. Ils étaient au courant d'une connaissance naturelle, disons, d'un accomplissement naturel. Et ils l'utilisaient. C'est un peu l'histoire de la Bible de Moïse, qui divise l'eau un fleuve en deux. Ce n'est pas l'océan, c'est un fleuve. Mais ce phénomène-là, c'est un phénomène naturel. Il y a un vent qui souffle pendant toute la nuit.
Et quand on réveille au matin, le vent est tellement fort qu'il divise, il sèche la partie basse de l'eau et permet la traversée pendant quelques heures. Moïse était seulement quelqu'un qui connaissait cette histoire-là, qui connaissait les phénomènes et fait trouver au moment opportun. Tu vois? Et traverser ces portes-là n'a rien de magique. En fait, ce n'est pas de la magie parce que ce n'est pas une personne qui fait ça. La personne sait comment, comment je peux dire, comment c'est retrouver son chemin à travers ces parcours-là. Et aujourd'hui, dans les écoles spirituelles occidentaux, tous les garçons de 20 ans, 30 ans, ils sont en train, ceux qui sont en train dans cette science, ils le font gratuitement. Les gens voyagent, vous voyez les gens au bout de votre lit qui sortent d'une maison, mais il n'est pas sorti de la maison, il vient des États-Unis, il vient du Japon, il vient... Et ça, ce sont des choses réelles. Qui ne sont pas faites par des vieux papas avec la barbe qui tient son secret pour lui. Non, non. Qui sont faits par des jeunes qui sont des docteurs en économie, ce sont des docteurs en chimie, ce sont des docteurs en biochimie, ce sont des docteurs en sciences informatiques. Ce sont des jeunes qui font ça. Et chez nous, les grands maîtres spirituels utilisent la science. Parce que pourquoi? Parce que cette possibilité-là, cette science-là avait été taxée de sorcellerie. C'était, on l'a donné une nuance négative. Et donc, ça dit, on avait d'une certaine manière condamné. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de gens qui font ça. Il y a des gens qui font ça. Mais au monde où nous sommes aujourd'hui, il devait être une science qui devait être à la portée de beaucoup. Pas de tout le monde, mais de beaucoup de personnes. Parce que dans les autres mondes, ces sciences sont à la portée de beaucoup de personnes, des jeunes. On n'attend pas qu'une personne arrive à 60 ans pour être sévère. Non, 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 ce sont les jeunes qui font ça. Les écoles d'initiation aujourd'hui, quand on voit réalité africaine, on va chez les Ngunza, on voit tous des vieillards. C'est tous des vieillards qu'on voit là-bas. Quand vous venez en Occident, l'école des magies aujourd'hui, les professeurs sont des jeunes. Vous allez trouver des écoles spirituelles dont les professeurs ont 25 ans, 27 ans, 28 ans. Ils ont des assistants qui ont à peine 20 ans, 21, 22 ans. Et chaque année, ils sont produits dans le monde, ils avancent. Parce qu'ils sont en train de pousser la ligne un peu plus haut. La ligne un peu plus haut. Nous, pour contre, nous sommes dans la démarche inverse. Mais cependant, nous voulons croire que nous pourrions être en mesure de compéter et de gagner. Pourquoi? Parce que nous sommes aveuglés par la foi et non le pouvoir de l'intention, à penser qu'il y a un sauveur qui viendra. Nous sommes restés le seul peuple du monde qui attend un sauveur. Le premier sauveur, c'est le Christ qui est blanc. Ok? Le deuxième sauveur, nous avons les Kimba, nous avons le Fumokimba, nous avons plein de sauveurs, c'est-à-dire nous sommes plein de sauveurs. Et les autres mondes se sont évolués, la Chine s'est évoluée, l'Inde s'est évoluée, ils n'ont été sauvés par personne. Mais ils ont maîtrisé les sciences, ils ont recadré. Nous avons été victimes de la colonisation, de l'esclavage colonisation, bien entendu. Mais nous ne sommes pas les seuls. La France a été sous colonisation arabe. La Chine a été sous colonisation anglaise. Le mot esclave vient du peuple slave. C'est-à-dire la Pologne, tous c'était des peuples. Et le nom est né par rapport à eux. Esclave, ça vient du mot slave. Cependant, ils ont trouvé le moyen, l'opportunité de pouvoir sortir de ce niveau au point où les termes ne s'appliquent plus à eux, s'appliquent à nous. Nous qui n'avons du point de vue historique aucune relation avec ces noms-là, ces termes s'appliquent à nous aujourd'hui. Pourquoi ne sommes-nous pas en mesure d'aller au-delà? On est resté bloqué au même niveau. On est resté bloqué au même niveau et c'est comme si nous nous contentons de l'illusion. On s'accontente des rêves. C'est comme il y a cet animal, l'autruche. L'autruche, quand il est attaqué, il met la tête sous la sable. Et parce qu'il ne voit plus l'attaquant, il est convaincu que l'attaquant n'est plus là. C'est pourquoi il est un oiseau facile à chasser. Parce que dès qu'il voit, il ne fuit pas.
Il ne tente pas de fuir, il met la tête dans la sable, dans le sable. Et pour se reconstruire, on utilise les instruments des autres aussi. Et les mêmes instruments qui ont été utilisés pour nous détruire, et nous venons les utiliser pensant pouvoir nous développer. Cela est complètement impossible parce que si vous avez pris du poison pour être empoisonné, ce n'est pas en prenant encore plus de poison que vous allez guérir. C'est comme la modernisation des immeubles ou des routes sur le continent. Dès qu'il y a un peu de pluie, il y a des immeubles qui s'effondrent, les routes, il faut les refaire toutes les saisons. On utilise les éléments que les autres nous ont apportés parce qu'ils nous ont, ils ont fait une opération de marketing à nous convaincre sur l'esthétique, mais nous ne sommes pas, nous n'avons encore pas la réalisation, la compréhension sur les facteurs incisifs des éléments qui composent un matériel. Quand il y a incompatibilité, c'est-à-dire, déjà il faut partir que la Terre est un organisme vivant. Okay? Et dans le sens que quand vous lui mettez des choses qui sont incompatibles, lui il va les détruire. C'est comme si on vous mettait des crayons sur le visage. Dès que vous vous réveillez, vous les enlevez. Ça n'est pas compatible. Et chaque secteur de notre corps a une certaine compatibilité avec une chose ou une autre. C'est comme tout pays, tout écosystème a une certaine compatibilité avec une chose plutôt qu'une autre. Et c'est ça le développement. Le développement, c'est une capacité de compréhension. Mais cette capacité de compréhension doit être culturelle, territoriale et locale. Un intellectuel, c'est celui qui comprend son milieu. Un intellectuel, ce n'est pas celui qui allait étudier ailleurs. Un intellectuel chinois, c'est le chinois qui parle chinois, qui connaît l'histoire chinoise. C'est ça l'intellectuel chinois. Je ne pense pas, on parlerait de Mao s'il avait étudié au Japon ou en Russie. Un intellectuel, l'intellectuel n'est pas celui qui a fait des études. L'intellectuel, c'est lui qui a la maîtrise de sa culture en relation avec son environnement. Or, chez nous, le monde kamite entre en intellectuel, et je vois encore des défauts, c'est là dans les kamites, parce que c'est les kamites qui disent, mais écoute, vous avez fait quelles études? Moi je dis, quelles études? Non, vous avez quel diplôme? Et chacun veut que je dise que j'ai étudié en Italie pour confondre. Mais ça n'a rien à voir avec l'intellectualisme. C'est avoir étudié en Italie ne fait de moi qu'un subalterne italien. Parce que, avant tout, aucun Italien ne mettrait sa pensée derrière la mienne. Parce qu'il va te dire que tu es un étranger. Moi, je viens avant tout. C'est-à-dire, il n'y a pas une division spéciale où on va mettre un étranger qui a étudié en Italie pour diriger les Italiens. Ça serait, c'est pas du racisme, c'est pas de la discrimination, ce serait tout simplement insensé de le faire. Mais tu peux être engagé comme subalterne. C'est-à-dire, avoir étudié dans l'Italie fait de moi un subalterne si je voulais travailler dans le monde italien. Mais dans le monde noir, dans le monde kamite, je suis complètement incompatible. Je ne suis pas un intellectuel. Je ne serai pas un intellectuel à moins que j'ai étudié le monde noir. Alors, les Français qui a étudié en Angleterre n'est pas défini un intellectuel francophone français. En fait, il ne ferait même pas cette erreur-là. Il va faire, c'est pourquoi on a ce qu'on appelle l'école française. Parce que, vu que les Français vivent partout, s'il n'y avait pas d'école française, il y aura une décalage. C'est-à-dire, celui qui est un Français qui est né en Angleterre ou en Afrique n'aurait pas la possibilité d'avoir une éducation française, de s'harmoniser avec la culture française. Et donc, on aurait des Français par défaut. Et comme c'est une grande état, il ne peut pas faire cette erreur-là. On a fait financer des écoles françaises partout. Les écoles américaines, les écoles belges. Et nous, vous allez voir un Congolais qui va envoyer ses enfants étudier à l'école belge. Ou à l'école française. Ils vont justement te laisser venir, mais ils vont se moquer de toi. Pendant que l'école kamite n'existe nulle part ailleurs. Maintenant, il faut voir ces décalages énormes. Et les implications que cela comporte. Les implications sont énormes. Et nous avons pratiquement fait 1 heure là.
je pense que nous pouvons arriver à une phase conclusive. Qu'est-ce que nous pouvons penser de tout cela? Qu'est-ce que pense TJLF qui serait la voie pour pouvoir retourner, au moins redresser les droits chemins? Mais je pense qu'il faut retourner à la base, parce que les valeurs de base qui servent à la communauté ou bien à amener à une organisation, c'est des valeurs qu'on a perdues parce qu'on nous a apporté l'amour de ce qui nous a détruit. Donc à partir du moment où on veut se construire sur quelque chose qui n'est pas compatible avec nous, on ne pourra jamais aller nulle part. Et c'est ça le souci premier. Douane et Cher, pour la question, exactement ça. Et je vais ajouter en phase conclusive en adressant aux jeunes. Euh, dans le monde noir, ici, c'est une voie. Tu sors, tu vas à l'école primaire, tu vas à l'école secondaire, et tu vas à l'université, et puis tu trouves un travail, et puis tu commences à penser, à changer ton monde, parce qu'il fonctionne très mal. Mais les instruments qui nous ont été associés depuis l'école maternelle, ce sont les instruments qui nous aident à détruire le monde noir, le monde kamite. Nous ne pouvons sûrement pas nous débarrasser de ces instruments du jour au lendemain. Nous devons commencer à raisonner dans ce sens-là. Et spécialement pour ceux qui regardent l'éducation des jeunes. Et nous devons nous forcer à trouver un cadre d'éducation pour les jeunes. Les enfants qui sont en train de naître. Et pour les jeunes aujourd'hui qui sont jeunes, aujourd'hui, il y a plusieurs environnements de type. YouTube, par exemple, est une grande plateforme d'études. Vous pouvez apprendre ce que vous étudiez à l'université dans une année, dans 6 mois. Ou dans moins que ça. Et il faut apprendre les sciences. Comprendre... il faut vraiment devenir des spécialistes en chimie et en sciences. Et puis, et pour ça, vous n'avez pas besoin de diplôme universitaire. Il y a des vidéos sur YouTube qui comprennent cela. Mais une fois que vous l'avez étudié, maintenant, il faut rapporter cette connaissance sur le plan culturel. Observer la science, c'est l'observation. Et de cette observation naît même la conscience. Parce que si on observe un arbre pendant très longtemps, on va devenir conscience, non c'est de son interaction, mais aussi de cette plante-là et des alentours de cette plante qui n'est que notre monde à nous-mêmes. Nous devons nous réveiller, éveiller cette conscience et petit à petit commencer à reconquérir notre monde. Le monde kamite. Parce que, en regardant les données que nous avons exposées dans cette émission, nous pouvons nous réaliser que l'éveil dont souvent nous parlons, ces renversements de situations que nous voulons tant, est très peu probable. Parce que nous n'avons pas les instruments qui nous les permettent. Mais plus encore, ou pire encore, ceux que nous voulons déloger de la place sont en train d'avancer seconde par seconde. Il n'y a pas de jour qui passe qu'ils sont en train d'aller de l'avant. Et nous qui voulons déloger, nous dormons. Nous sommes encore dans les divisions, on ne sait même pas s'entendre, on ne sait pas vivre ensemble, les efforts ne sont pas fournis, chacun est dans l'individualisme. Dans l'individualisme, on ne peut pas fonctionner avec les gens qui sont en train de faire les plis pour aller dans une association communautaire, dans un rayonnement qui est complètement à l'air. Nous n'en discutons pas, mais quand même, ce travail est réalisé. Voilà ce message est lancé à tous les kamites. Pour une réflexion sémantique, philosophique, et plutôt encore adressée à tous ceux qui s'intéressent à la spiritualité et à la magie, aux pratiques magiques qui sont très importantes dans une société. Et nous désirions, nous voulons que vous preniez le temps d'écouter ces partages
et que vous en fassiez richesse. Pour nous contacter, il faut toujours nous contacter en nous écrivant directement sur la chaîne YouTube Kinke Lawamazu ou en nous contactant sur les mails encore culture noire kémétique @gmail.com. Nous vous remercions. Partagez ce genre de vidéos, créer des groupes de réflexion, condiviser et évoluer. À la radio, nous avons, c'était le Neb Kinkelo Amazulu Kufui Motep Atumura et le Kaneb Jedefra Otep. Bekanefer, nous allons conclure cette émission en nous reversant, en retournant vers le Créateur et disant Amasu Empa Emra Sanksu, Emenra Empa Emra, Awu Kuaura, Manketipa Erura.